Bonjour à toutes et à tous, Viviane Kerlidou du Technocampus Alimentation. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire qui va être dédié à la foodtech en Pays de la Loire et notamment à la présentation d'un programme innovant qui est géré par le Startup Palace de Nantes et qui nous permettra de découvrir les bonnes pratiques pour une coopération réussie entre les startups et les industries agroalimentaires. Alors, juste en préambule pour le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous rappeler quelques consignes. Tout d'abord, je vous demanderai de bien vérifier à ce que vos micros et vos caméras restent coupés tout le long de ce webinaire pour ne pas interférer avec les présentations de nos intervenants. N'hésitez pas, si vous souhaitez leur poser des questions, à utiliser le chat qui est prévu à cet effet. Il vous suffit de glisser votre souris sur l'écran pour faire apparaître la barre que vous voyez avec la petite icône bulle pour poser vos questions. De la même façon, quand vous posez les questions, n'hésitez pas à préciser à qui elles s'adressent, parce que vous le verrez, on aura plusieurs intervenants. Et enfin, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube et également sur la chaîne YouTube de nos intervenants. Voilà, je vous remercie beaucoup de respecter ces consignes pour que ce webinaire puisse se dérouler le plus confortablement possible pour tout le monde. Alors, je vais passer tout de suite à notre programme de la matinée. Je vais commencer par vous proposer une présentation de la foodtech, des principaux réseaux auxquels vous pouvez faire appel pour vous accompagner dans vos démarches, de quelques événements et financements auxquels vous pouvez accéder au niveau de la région des Pays de la Loire. Et puis en deuxième partie, on passera à l'intervention donc de Mathieu Legac, qui est dirigeant du Startup Palace à Nantes et manager du programme Futur Agro. Donc, il vous présentera ce programme et notamment la façon de coopérer et comment ils accompagnent au niveau du Startup Palace les industriels agroalimentaires et les startups. Et pour illustrer les propos de Mathieu, on aura le témoignage et les retours d'expérience de deux intervenants, Arnaud Dubreuil, qui est manager du pôle design et emballage de Sodebo, et Claire Nijdam, qui est cofondatrice de la start-up Bernie. Donc, je tenais tout particulièrement à remercier ces trois intervenants pour avoir accepté de témoigner dans le cadre de ce webinaire. Alors, je vais tout de suite commencer par vous dire un mot sur le Technocampus Alimentation. Pour mémoire et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, on est une ressource en fait qui a été mise en place par le Conseil régional des Pays de la Loire et qui est au service de la filière agroalimentaire et notamment des entreprises agroalimentaires pour les accompagner dans tout ce qui est projet d'innovation et de développement. Donc, on a réellement une mission de service public et on est à disposition de l'ensemble de la filière, que ce soit pour apporter de l'information, pour proposer de l'accompagnement individuel, mise en réseau, recherche de partenaires, de prestataires, montage de dossiers de cofinancement public. On propose également de la formation et de l'animation et vous pouvez retrouver notamment l'ensemble de nos animations sur notre site internet. Et dans le cadre de nos missions de service public, on a une mission d'animation de la foodtech en Pays de la Loire. Alors, juste sur cette slide, pour votre info, ce sont les derniers webinaires que l'on a organisés et que vous trouvez en fait en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les consulter. On en avait notamment organisé un l'année dernière sur les nouveaux modèles économiques liés à la foodtech. Voilà, alors pour démarrer, je vais tout de suite vous rappeler la foodtech, de quoi parle-t-on? C'est notamment le regroupement de toutes les initiatives numériques, technologiques, entrepreneuriales, innovantes en lien avec l'alimentation. Donc la foodtech, ça couvre aussi bien la production. Alors là, généralement, on parle principalement d'agtech ou d'agritech, mais ça couvre également la transformation des produits agroalimentaires, leur distribution et enfin la consommation. Donc vous le voyez, c'est une définition qui est quand même relativement large. Alors, j'ai souhaité vous remettre le périmètre qui est proposé à l'heure actuelle par BPI France, parce que ce périmètre, il va notamment conditionner
un certain nombre de dispositifs de cofinancement public et notamment de cofinancement étatique qui sont proposés dans le cadre de la French Tech Seed. Donc, c'est important que quand vous êtes une start-up, vous rentriez entre guillemets dans cette classification si vous souhaitez faire appel à ce fonds. Donc, on va retrouver toutes les innovations en matière d'alimentation, de formulation de produits alimentaires innovants, des innovations en matière de logistique de process, des innovations en matière de circuits courts, de nouveaux modèles de livraison, notamment en B2C, des innovations spécifiquement dédiées aux restaurateurs, et ça c'est relativement nouveau, hein, c'est apparu notamment pendant les périodes de confinement où l'activité économique a été très fortement perturbée pour les restaurants. C'est aussi tout ce qui concerne les innovations en termes de produits et services à domicile, donc en B2C, les innovations en matière d'information et d'éducation autour du monde de l'alimentation, et enfin les innovations en matière d'électroménager et notamment d'appareils connectés. Voilà, ça c'est vraiment pour le périmètre de BPI France. Après, vous avez d'autres définitions relativement connexes qui peuvent vous être proposées par les différents réseaux, mais il faut retenir la majorité de ces différents items. Alors, je vais tout de suite vous dire quelques mots des principaux réseaux qui existent au niveau européen et au niveau national et auxquels vous pouvez faire appel, alors que vous soyez porteur de projet, start-up, industriel agroalimentaire ou membre et partenaire de la filière agroalimentaire, membre de l'écosystème. Il faut savoir que ces réseaux, ils ont pour vocation pour les startups de les faire connaître et reconnaître de l'environnement, de financeurs d'investissement potentiels. Ils permettent à l'ensemble des membres de l'écosystème agroalimentaire d'avoir accès à de l'information qualifiée, d'identifier par exemple les compétences à proximité sur son territoire, mais aussi de par une envergure par exemple européenne, d'identifier des compétences sur l'ensemble de l'Europe, du territoire national, d'être mis en relation avec les bons partenaires, voire prestataires si nécessaire. Pour les startups, d'être visible d'investisseurs, mais aussi de clients potentiels, de gagner du temps dans son process d'innovation, d'appréhender de nouveaux marchés et enfin d'accélérer son développement. Et puis pour les industriels de l'agroalimentaire qui veulent bosser avec des startups, qui veulent de l'info sur les innovations en matière d'agroalimentaire sur leur territoire, voilà, faut vraiment pas hésiter à faire appel à l'ensemble de ces réseaux pour obtenir de l'information qualifiée. Ah, hop, je ne sais pas si vous voyez toujours mon PowerPoint. Voilà, je le remets, excusez-moi, je crois qu'il avait sauté. Alors, pour commencer par ces réseaux, je vais vous parler d'un réseau mondial francophone qui a été lancé par My Global Village, qui propose un certain nombre de collectifs sur différentes filières de la tech, et notamment un collectif qui est spécialement dédié à l'agri, à l'agrotech et à la foodtech. Alors, les principales missions qui sont assurées par ce collectif, c'est d'organiser des sessions de pitch à l'occasion de salons internationaux, ce qui permet de donner de la visibilité aux startups vis-à-vis de financeurs potentiels. Mais ce collectif propose aussi de l'accompagnement via des programmes d'innovation, d'accélération internationaux entre pays francophones et aussi des projets d'intelligence collective, donc ouverts aussi bien aux startups qu'aux industriels de l'agroalimentaire. Et l'intérêt, le point fort pour la région des Pays de la Loire, c'est que ce collectif Agritech et Foodtech est coordonné par Mathieu Legac du Startup Palace qui va intervenir en deuxième partie de ce webinaire. Donc, vous avez la chance au niveau Pays de la Loire d'avoir vraiment un acteur de proximité sur ce réseau francophone international. Second réseau, qui là est basé sur un écosystème européen et qui est plus spécifiquement dédié à l'agritech, c'est la ferme digitale. Donc ce réseau est vraiment là, encore une fois, pour accompagner, proposer de l'information, de l'accompagnement, du conseil à tout ce qui est innovation en matière d'ag et d'agritech.
Il faut savoir également que ce réseau a été mandaté par le ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire pour réaliser une étude sur l'agri et la food tech en France, dans l'objectif de faire un état des lieux, mais aussi d'identifier les principales problématiques auxquelles peuvent être confrontées les startups, hein, aussi bien en termes de réglementation que d'accès à des financements, etc., etc., et que ces différentes problématiques vont être illustrées au travers d'un rapport qui sera remis au ministère et qui permettra d'orienter les politiques publiques en faveur de l'agri et de la food tech. Et ce réseau est présidé, la ferme digitale, par Jérôme Leroy, qui est également fondateur de la Startup Winat et qui est basé donc dans les locaux du Technocampus à Nantes. Donc là encore, vraiment un acteur de proximité pour les Pays de la Loire. Troisième réseau, qui est le principal réseau national dédié à la food tech, hein, qui s'appelle le réseau food tech. Il comprend actuellement 8 régions en France. Il est là vraiment pour valoriser, accompagner les projets des startups, les mettre en relation avec aussi bien des investisseurs que des clients potentiels. Il propose également tout un trend, alors soit d'animation spécifiquement dédiée à la food tech, soit de moments forts dédiés à la food tech dans le cadre, par exemple, de salons internationaux. Alors, quelques exemples d'animations qui sont proposées par ce réseau national food tech, c'est Food Use Tech, qui a lieu tous les ans en septembre, si je ne dis pas de bêtises, sur Dijon. C'est également les Food Innovation Days, qui ont lieu en juin dans le Grand Est sur Nancy, mais ce sera également des temps forts, par exemple, à l'occasion du salon Nutrevent, qui aura lieu à Nantes en octobre prochain. Et le contact en Pays de la Loire, donc c'est le Technocampus Alimentation, et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coordonnées à la fin de ma présentation. Je vais terminer pour les réseaux par un dernier réseau qui est un petit peu plus spécifique, là pour le coup, qui est un réseau national qui s'appelle le réseau Agrio et qui est vraiment dédié à la labellisation de startups innovantes à haut potentiel qui souhaitent candidater pour obtenir un accompagnement dans le cadre du dispositif French Tech Seed qui est opéré par BPI France. Donc là, ce n'est pas un réseau qui a vocation à accompagner de façon large et à apporter de l'information qualifiante, mais vraiment à labelliser des startups de la food tech à haut potentiel. Et donc, ce réseau est géré par l'INRAE et est principalement composé d'épaules de compétitivité dédiées à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Voilà, ça n'avait pas vocation à être exhaustif. Ces 4 réseaux qui sont à votre disposition, hein, vous avez vu qu'ils sont facilement mobilisables en plus en région des Pays de la Loire. N'hésitez pas, si vous avez connaissance d'autres réseaux, vous pouvez nous en faire part dans le fil de discussion et on vous apportera de l'information dessus. Alors, que se passe-t-il au niveau régional, hein? Depuis un an, donc le Technocampus a cette mission d'animation de la food tech en région Pays de la Loire. Donc, on organise des événements qui ont vocation à rendre plus lisible l'écosystème dédié à la food tech. Il faut savoir que c'est un écosystème qui en région est vraiment foisonnant. Il y a une richesse de structures dédiées à l'accompagnement des porteurs de projets, des startups et aussi des industriels qui veulent de l'info sur cette filière. Mais ceci dit, cet écosystème n'est pas forcément facilement lisible. Donc, on est là pour apporter de l'info sur cet écosystème, un premier niveau d'info aussi aux porteurs de projets pour lancer et démarrer leur entreprise, de l'info sur les investisseurs locaux qui existent au niveau du territoire, mais aussi au niveau national, sur les outils et les ressources qui peuvent être mobilisés aussi bien pour lancer sa production que pour travailler en collaboratif. Alors, je vous ai mis, hein, ça n'a évidemment pas vocation à être exhaustif, mais quelques exemples d'outils et de ressources qui existent au niveau régional. Donc, en termes de cofondation de start-up et d'investisseurs privés, on retrouve Imagination Machine qui est basé sur Nantes. En termes d'outils de production et de cuisine partagée, vous avez par exemple la société Pépigo qui est basée à Saint-Herblain. Vous avez également un centre d'innovation alimentaire
qui fait partie de l'école Oniris à Nantes, avec une halle agroalimentaire qui peut être louée et au sein de laquelle vous pouvez faire des essais, des pré-séries et qui, on va dire, comprend une grande majorité des différents process qu'on peut retrouver dans l'agroalimentaire. Et ils sont très, très bien équipés. Vous avez, par exemple, dans le Maine-et-Loire, la conserverie hors norme qu'on avait eu l'occasion de présenter dans le cadre de notre dernier webinaire sur la food tech, celui que vous pouvez trouver en replay sur les nouveaux modèles économiques. Et cette conserverie propose notamment l'allocation de son atelier de fabrication. Et puis, vous avez également à Angers un campus de la gastronomie qui va vous proposer de la formation, mais également des programmes de recherche qui sont ouverts au partenariat avec les industriels, avec les startups. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres ressources qui existent au niveau des autres départements, au niveau de la région. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est tout au long de nos animations, de vous en présenter une sélection comme aujourd'hui. On donne la parole au Startup Palace pour présenter son programme innovant. Alors, je voulais vous dire un mot très rapidement des différents événements et financements qui peuvent être mobilisés au niveau de la région Pays de la Loire et qui sont dédiés à la food tech. Donc, vous retrouvez tout d'abord le concours AgReen Startup qui est organisé par les chambres d'agriculture à 2 occasions, le salon Tech Élevage en novembre et le CIVAL, donc en janvier prochain. Ce concours, en fait, il est ouvert aux porteurs de projets et aux jeunes startups qui proposent des innovations pour le secteur agricole et le secteur agroalimentaire, donc pour l'agritech et pour la food tech. Donc, vous avez des prix sous forme de dotation financière, mais également d'accès à des locaux et à de l'accompagnement spécialisé. Vous avez l'ensemble des donataires qui sont présents sur cette slide. Les inscriptions sont ouvertes pour le concours qui aura lieu au CIVAL. Donc, je vous invite, si vous êtes jeune start-up ou porteur de projet, à ne pas hésiter à vous renseigner sur ce concours. Donc, on est nous-mêmes au niveau du Technocampus Alimentation donataire dans le cadre de ce concours. Manifestation en Pays de la Loire dédiée à la food tech dans le cadre de la semaine Connected Week. Alors, pour info, c'était la semaine dernière, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous relayer cette info-là. L'ESA organise tous les ans un colloque dédié à la food tech, ESA Food Tech, et cette année, il portait sur la gastronomie et les technologies. Et n'hésitez pas, vous pouvez le regarder en replay sur la chaîne YouTube de l'ESA. En termes de dispositifs de cofinancement public, la région Pays de la Loire accompagne les porteurs de projets et les TPE innovantes via un dispositif qui est appelé Pays de la Loire Initiative Innovation. L'intérêt, c'est que ce dispositif est le seul qui soit accessible aux porteurs de projets pour financer des projets innovants. Ce dispositif est octroyé sous forme d'une subvention de 7 000 € maximum hors taxe qui correspond à 70% du coût hors taxe d'une prestation, donc d'un fournisseur extérieur pour accompagner un projet d'innovation. Alors, tout type de projet d'innovation, technologique ou non, produits, services, process, modèle économique, usage, etc., etc. C'est un dispositif qui est ouvert au fil de l'eau, donc qui est rapidement mobilisable. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous n'hésitez pas à nous contacter en direct. On est là pour vous accompagner à monter les dossiers sur ce dispositif. Et puis, un autre dispositif d'intérêt, l'appel à projet résolution, alors qui, lui, est ouvert une fois par an. Et normalement, pour l'agriculture et l'agroalimentaire, il devrait être ouvert la semaine prochaine. Donc, il sera ouvert pendant à peu près 3 mois. Il est clos généralement autour du 25 février, à peu près. Et là, pour le coup, ça vous permet de bénéficier d'une subvention de 20 000 € de la même façon pour la prestation d'un solutionneur qui vous accompagne dans le cadre d'une problématique d'innovation. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il est ouvert à tout type d'entreprise, PME, ETI et groupes. Et c'est un des rares dispositifs, quasiment le seul en termes de subvention, qui soit ouvert à des groupes industriels.
Voilà, alors il y a pléthore d'autres dispositifs de cofinancement public qui sont proposés par la région de Pays de la Loire, mais aussi par l'État qui existent, hein. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en direct. On est là, vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vais m'en arrêter là pour la première partie de cette présentation. Donc, je suis bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Et je vais tout de suite passer la parole à Mathieu, donc du Startup Palace, qui va intervenir pour nous présenter le dispositif Futur Agro. Voilà, je ferme ma présentation. Eh bien, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour effectivement vous présenter notre dispositif qu'on a créé il y a maintenant un peu plus d'un an qui s'appelle Futur Agro. Pour ceux qui avaient peut-être suivi au tout départ son actualité, il s'appelait Miam. Avant, on a changé de nom. Un tout petit mot avant de laisser la parole à nos invités et grands témoins du jour sur qui on est chez Startup Palace. On est une entreprise qui finalement fait de la R&D externalisée pour le compte de grandes entreprises dans divers secteurs, les médias, l'assurance, le postal et donc l'agroalimentaire. Et cette R&D externalisée, on l'a fait de manière très particulière parce qu'on l'a fait uniquement avec des startups sous la forme finalement de programmes d'accélération de startups auprès de grandes organisations. Et ça, on le fait depuis à peu près 6 ans. C'est une équipe d'une dizaine de personnes basée entre Paris et Nantes. Ça représente à peu près 400 startups qu'on a accompagnées depuis l'histoire de démarrage de cette entreprise. On va surtout parler de ce qu'on fait et comment ça fonctionne pour vous aider à comprendre ces nouveaux principes d'innovation ouverte et de collaboration startup-entreprise. Pour ça, on va le faire avec deux grands témoins qui sont Arnaud Dubreuil et Claire de Berny. Peut-être quelques mots pour commencer. Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter ou représenter Sodebo dans les grandes lignes? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Arnaud Dubreuil, manager du pôle design et emballage au sein du service R&D chez Sodebo. Que dire de Sodebo? Donc c'est une entreprise déjà française et familiale qui a près de 50 ans et qui est basée à Saint-Georges-de-Montaigu. Nous sommes 2500 personnes sur le site. Et nous sommes leaders sur le rayon du traiteur frais, sur 4 gammes principales, qui sont les pizzas, les salades, les sandwichs, les pâtes, et nous faisons aussi des galettes et des produits exotiques. Nous travaillons au sein du département produits. Donc on a 4 grandes départements, services. Nous avons le service marque et com, nous avons le service études, le service recherche et développement, et aussi le service développement durable. Donc, au sein du service R&D, nous sommes à peu près 40 personnes avec divers métiers et diverses expertises. Et nous avons donc dans ce service le pôle design et emballage, dont je suis le manager, qui regroupe 7 personnes. Donc, juste pour dire 2 mots, nous, dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue, nous travaillons avec du coup les équipes de différents services pour vraiment améliorer et réduire au quotidien notre impact environnemental, notamment avec ce sujet-là sur nos emballages. On va y revenir. Merci Arnaud pour cette introduction. On a également la chance d'avoir Claire, cofondatrice de Berny. Est-ce que tu peux nous présenter Berny dans les grandes lignes pour expliquer ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Claire Nida, moi je suis la cofondatrice de Berny. Alors Berny, nous on est une start-up création 2020 située à Nantes. On est 6 personnes, ça fait une petite balance avec ce que tu viens de dire Arnaud. Et nous on travaille sur l'emballage réemployable, c'est-à-dire un emballage qu'on va venir laver pour le réutiliser ensuite pour la même utilisation que c'est pour
pourquoi il a été conçu. Donc ce qu'on fait chez Berny, c'est qu'on conçoit des emballages, qui sont en inox, et on les met à disposition de nos clients, donc industriels agroalimentaires ou enseignes de la grande distribution. Et une fois qu'ils ont été, utilisés par les consommateurs finaux, on vient les récupérer, les collecter en point de vente, pour, les laver et les remettre en circulation. Voilà ce qu'on fait. Et aujourd'hui, pour aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui, vous avez déjà pas mal déployé vos contenants en inox dans des enseignes de grande distribution. Tu peux nous en parler un petit peu sur comment ça fonctionne avec eux et peut-être un peu le principe de consigne? Oui, ça marche. Effectivement, nous, quand on a créé Berny, notre objectif, c'était de travailler avec les industriels de l'agroalimentaire, puisque, comme tu le disais Arnaud, l'emballage aujourd'hui a un impact, environnemental qu'on connaît et nous, le pari qu'on a pris, c'est de travailler sur le réemploi des emballages, dans un milieu industriel. Et effectivement, en parallèle de notre travail avec les industriels, on travaille avec la grande distribution puisque, le produit industriel se retrouvera au final, dans les enseignes de la grande distribution. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on déploie, notre solution directement auprès des enseignes sur les produits, frais emballés, donc boucherie, poissonnerie, mais aussi, des plats traiteurs. On a commencé à déployer dans la région nantaise, dans une enseigne U, chez un Leclerc et puis, on est en train de déployer dans d'autres enseignes. La façon dont ça fonctionne dans l'enseigne, c'est que donc nous, on met nos contenants à disposition du magasin et j'insiste sur ce point parce qu'on ne vend pas nos emballages au magasin. Vraiment, on leur met à disposition, des emballages qui vont venir remplir de leurs, produits, les mettre à disposition du consommateur. Le consommateur arrive dans son magasin, choisit, de consommer son produit dans un contenant consigné, c'est-à-dire qu'il va payer une consigne à la caisse, rentrer chez lui, consommer son produit et la fois d'après, quand il va aller faire ses courses, il va déposer son contenant, dans le magasin et se faire rembourser sa consigne. Nous, Bernier, on vient chercher les contenants dans le point de vente, on les lave et on les remet à disposition du point de vente. Et vraiment, ce qu'on cherche à construire, c'est un modèle, où les contenants, enfin, on garde toujours la propriété de nos contenants. Les contenants sont standards et ils sont universels, c'est-à-dire qu'ils sont partagés par les différents metteurs en marché, de façon à ce que, on optimise les flux, logistiques, les flux, enfin, la logistique de tri, enfin et de lavage et donc qu'on diminue, les performances économiques et écologiques. Enfin, qu'on augmente les performances économiques et qu'on diminue l'impact écologique lié au transport. Merci Voilà. Claire. On a forcément l'occasion d'y revenir dans le détail dans des échanges avec Arnaud et éventuellement les questions-réponses si vous en avez. Quelques mots sur Fitière Agro et la genèse de ce dispositif. En fait, il y a 5 ans à peu près, on a eu la chance, nous, chez Startup Palace, de gagner un appel d'offres un peu particulier où finalement différents assureurs avaient décidé, face à de très grands concurrents comme Amazon ou Tesla, de se dire on va, entre concurrents, créer un dispositif où on va innover ensemble. Et ce programme aujourd'hui, il s'appelle French AssureTech. On a accéléré à peu près une trentaine de startups et ça aide clairement à apporter certaines réponses de produits ou de solutions innovantes au sein de ces assureurs, donc on va dire traditionnels. Fort de ce modèle et partant aussi d'un constat qu'en tant qu'acteur nantais, on avait un problème, c'est qu'on n'avait aucun client à Nantes. On s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut renverser un petit peu ce statu quo? Et on s'est dit, mais dans quelle finalement verticale ou typologie d'organisation on pourrait bah, apporter nos services pour que ça ait du sens. Et forcément, en 2 secondes, les industriels de l'agroalimentaire sont venus tellement ils sont majeurs dans la région Bretagne, Pays de la Loire. Donc là, on a pris notre bâton de pèlerin pour expliquer cette nouvelle forme de recherche et développement et de collaboration à plusieurs et avec des startups qui est clairement pas forcément intuitive de prime abord. Et on a su, pour le coup, convaincre 4 industriels à embarquer dans l'aventure. Je me tourne forcément vers toi, Arnaud.
qu'est-ce que finalement a décidé Sodebo de rejoindre une aventure telle que Futuragro aux côtés de 3 autres industriels? Alors pour le coup, c'est un hasard, mais ils sont tous vendéens. Et au départ, c'était pas volontaire. Oui, en effet, nous, on avait pu travailler, on travaille toujours avec d'autres startups. Donc, l'idée de pouvoir travailler avec vous au sein de ce programme, Sodebo a tout de suite été convaincu par du coup le côté bénéfique de ce partenariat, que ça soit vraiment du côté pour nous, notre entreprise, de pouvoir avancer sur des sujets stratégiques et aussi au niveau des startups de pouvoir donner vie à leurs idées innovantes. Donc c'était vraiment, on a tout de suite vu quelque chose de gagnant-gagnant au niveau industriel et aussi au niveau des startups. Donc, l'idée de pouvoir aussi se collaborer et travailler avec d'autres industriels, ça nous a vraiment intéressés parce qu'on s'est dit, voilà, on va travailler sur des challenges qui sont primordiaux pour nous, qui sont vraiment très importants, et on va pouvoir le faire ensemble et travailler sur les mêmes enjeux, échanger et pouvoir aussi vraiment essayer de résoudre et d'aller plus loin à plusieurs. Donc, c'est vraiment ça. Aller plus loin, plus vite et d'ouvrir à d'autres perspectives. Merci Arnaud pour ces précisions. Peut-être expliquer à nos auditeurs comment finalement ça fonctionne, et les étapes clés un petit peu de ce programme-là. En amont, finalement, ce qu'on a fait avec les quatre industriels, avec les dirigeants et les responsables de recherche et développement, finalement, on a fait une forme d'alignement des enjeux stratégiques. Et au départ, on a listé finalement 4 grands thèmes. Le packaging, qui est venu en premier, tout ce qui va être nouvelle forme et nouveaux modes de distribution, tout ce qui est nouveaux ingrédients et démarches Clean Label, et enfin, comment est-ce qu'on peut apporter de nouvelles formes de communication vis-à-vis du consommateur final. Donc ça, c'était finalement, pour resituer les choses, en novembre 2019, où on a fait ce tri. Et à partir de là, finalement, on a commencé chez Startup Palace à se mettre en chasse de startups. On appelle ça le scouting ou le sourcing finalement de startups. À noter que là, finalement, on a le témoignage de Bernie, qui est nantaise, mais c'est aussi le fruit un peu du hasard, puisque dans le programme, on a une startup qui est basée du côté de Clermont-Ferrand et une autre qui est à Rotterdam. Donc, on regarde également les startups en dehors de la France et à l'échelle européenne. Donc, on identifie des startups qui peuvent répondre finalement à ces grands enjeux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en se frottant avec ces startups-là, ça a permis aussi également de préciser finalement les priorités, et notamment le Covid était passé par là. Et quand on s'est revu post-Covid, les 4 industriels ont dit on va mettre un focus extrêmement important sur la partie packaging parce qu'à bien y réfléchir, c'est là où on doit mettre un coup de booster. Et donc, on s'est focalisé là-dessus, ce qui fait que dans la sélection finale qui s'est resserrée petit à petit, on avait une dizaine de startups qui étaient orientées dans cette thématique de packaging. Une fois qu'on avait ces startups-là et que d'un point de vue métier, les interlocuteurs chez les industriels avaient bien validé qu'elles pouvaient correspondre aux attentes, on a organisé un dernier processus quelque part décisionnel qu'on appelle le Selection Day, qui là permet de faire participer un maximum des collaborateurs de l'entreprise. Donc, pour cause Covid, c'était un système en filmé avec un jury composé, encore une fois, des dirigeants et des responsables R&D participer à la sélection finale avec des pitchs, 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions-réponses auxquelles Bernie s'est prêté. Et à la fin de ces dizaines de pitchs, on s'est concerté et on a validé, on a retenu au départ 4 startups
Et puis ensuite, il y a une startup qui nous a quittés dans le programme pour finalement avancer avec trois startups. Et alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui dans le programme? Il y a une phase de démarrage où, au travers de divers ateliers de synergie, on crée finalement l'arrimage entre la grande organisation et la startup pour définir très clairement les projets, une forme de planning projet. Et nous, on est présent à la fois aux côtés des industriels pour faire avancer les projets et aux côtés de la startup sur toutes ses préoccupations pour l'accélérer, l'accompagner avec l'industriel, mais pas que, pour la faire avancer. Je me retourne vers vous, Claire et Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quelles sont aujourd'hui les collaborations entre Sodebo et Berny? Alors, qui veut se lancer? Arnaud, peut-être? Oui, je peux commencer. Donc nous, comme on le mentionnait au début, c'est vrai que dans cette démarche d'amélioration continue, on travaille actuellement sur différents projets d'innovation, d'amélioration, réduction de nos emballages, l'épaisseur de nos contenants plastiques, réduction aussi de carton. On essaye vraiment de regarder sur différents paramètres. Et là, le fait de travailler avec Bernie sur l'amélioration, le réemploi et la consigne d'un emballage nous a vraiment paru intéressant. Donc aujourd'hui, nous, cette collaboration, elle est vraiment, premièrement, elle est vraiment humaine. C'est vraiment l'idée de pouvoir, c'est une relation de confiance et aussi de travailler main dans la main avec Claire et Olivier sur ce projet-là. Donc, on a vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer ensemble cet emballage réemployable et consigné, et qu'on puisse vraiment apporter chacun, en fait, notre expertise dans notre domaine. Claire, de ton côté, comment tu vois ces collaborations avec Sodebo? Je rejoins Arnaud sur ce qu'il dit, sur le fait que c'est vraiment de la co-construction. C'est vraiment, avec votre aide, le Startup Palace posé au début du programme en se disant, le fameux atelier synergie de qu'est-ce qu'on veut mener ensemble, quel objectif on veut atteindre, et voilà comment on va faire pour y avancer, comment on va s'organiser. Enfin, en gros, on monte une équipe projet ensemble, Sodebo et Bernie. Donc ça, c'est la façon dont on s'est organisé. Pour nous, Bernie, notre intérêt à aller dans ce programme, à aller collaborer avec des grandes entreprises comme Sodebo, c'est bien évidemment d'aller éprouver aussi notre solution. Que nous, on a imaginé une solution, mais que ce soit au niveau de l'emballage et du coup de la technicité, de la R&D, mais aussi d'un point de vue modèle économique, d'un point de vue marketing, commerce, logistique. Tous ces points-là, on a besoin de les confronter avec la réalité. Et donc, avec les équipes chez Sodebo, donc les équipes d'Arnaud, mais aussi, eux nous ont fait remonter avec les différentes équipes, les différents pôles concernés par l'instauration d'un modèle de contenant consigné dans une entreprise. Donc, pour nous, voilà, ça a vraiment été ensemble se dire, on a envie d'aller vers cet objectif, comment on fait pour y arriver, et on coche les lots les uns après les autres. Voilà, ensemble. Vas-y. Excuse-moi Mathieu, je me permets juste, on commence à avoir quelques questions qui sont posées aux intervenants. Est-ce que vous voulez y répondre au fil de l'eau? Je peux vous les lire ou est-ce que vous préférez attendre je les ai bien vus, Viviane. Ouais. Je pense que je vais les prendre et il y a un certain nombre d'éléments de réponse auxquels on va apporter dans les prochains échanges, mais effectivement, on traitera toutes les questions. Merci. Je pense qu'il y a une précision qui est hyper importante à apporter là, c'est que dans la collaboration startup grande entreprise, quand on est une startup, quelque part, ce dont on a le plus besoin, souvent dans l'imaginaire collectif, tout le monde pense que c'est de l'argent, mais c'est absolument pas ça. C'est plutôt
de savoir comment bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et ce qu'on apporte dans le cadre d'un programme tel que Futur Agro, c'est ce que nous, on appelle des terrains d'expérimentation. C'est cette fameuse capacité à finalement passer de ce qu'on fait à la maison ou en laboratoire à l'échelle d'un industriel qui a ses contraintes qu'on ne peut absolument pas soupçonner quand on est pour le coup chez soi ou en laboratoire et qui sont extrêmement précieuses quand on est une startup qui veut absolument passer à l'échelle. Et c'est bien ça qui s'est passé dans les premiers échanges de collaboration avec des sujets aussi précis que ça doit être quoi finalement la profondeur du contenant, la taille, ses contraintes, comment est-ce qu'on l'empile pour la livraison, comment ça va se passer, etc. Et ça, c'est extrêmement précieux et c'est ce qu'on apporte dans le cadre de nos programmes finalement d'accélération, tout domaine quelque part confondu. Et Euh, si je peux rajouter, c'est vrai que l'idée vraiment ici, c'est de trouver des solutions, de nouvelles solutions, donc là, d'emballage vraiment innovantes, réalisables et aussi déployables. C'est ça, c'est vraiment le côté entre comment, au niveau, à l'échelle industrielle, comment on arrive à mettre une idée, une innovation avec cette start-up et justement de se dire, quand on rajoute ces contraintes industrielles, comment ça peut fonctionner. Donc, c'est vrai que c'est de mélanger ces deux univers est très enrichissant. Claire, on nous demande effectivement sur le chat si tu as un exemple d'emballage à portée de main pour que les gens se rendent compte à quoi ça ressemble ou pas. Alors malheureusement, je suis confinée, Non. j'ai Ah oui. le Covid, donc je suis désolée, je ne suis pas au bureau. Mais je vais vous en montrer en partage d'écran tout à l'heure en photo, si vous voulez. Ok, très bien. Et effectivement, sinon, on peut en voir sur Bernie. Le site, c'est Pack.fr. bernie.pack.fr, voilà. Bernie, B-E-R-N-Y. Poursuivons un petit peu dans les échanges. Comment de ton côté, tu verrais les bénéfices finalement de cette collaboration claire avec Sodebo? Moi, c'est un peu ce que je disais, c'est que nous, on est arrivé avec nos contenants inox, le modèle économique qu'on avait imaginé, le modèle même de marketing, comment on fait pour appliquer le marketing de la marque sur un contenant qui est standard et réutilisable. Et tout ça, on avait besoin de le confronter avec la réalité, enfin, comme tu le disais, avec la réalité du terrain, la réalité chez l'industriel. Enfin, quand on se parle de réemploi, évidemment, on se parle d'une certaine révolution dans l'emballage, mais à plein de niveaux différents. Nous, on va proposer un emballage sur lequel il y a une consigne. La consigne, on va la facturer à l'industriel. Rien que ça, ça peut être un changement d'habitude qui peut aller toucher toutes les différents pôles. Voilà. Donc nous, ce que ça nous a apporté, c'est cette expérimentation, enfin cet essai empirique en fait des choses avec les équipes d'Arnaud et avec ses collaborateurs. Et puis nous, enfin mine de rien, ça nous permet aussi de nous faire nous notre propre expérience en se disant bon ben voilà, si demain on doit aller vendre notre solution à un industriel, par quelles étapes on va passer, par quelles étapes lui, notre client, il va devoir passer. Et voilà, le faire en toute transparence comme ça, avec notamment les équipes de Sodebo. Enfin, pour nous, ça a été très précieux. Et puis aussi autour des ateliers que vous avez menés, Mathieu, sur les ateliers sales, concurrence, etc. Pouvoir se poser autour de la table avec quelqu'un qui représenterait pour nous un prospect et réfléchir à quel pourrait être notre argumentaire commercial idéal pour aller convaincre, voilà, pouvoir se prêter à cet exercice-là avec quelqu'un dont c'est le métier, c'est vraiment très précieux pour une startup. Enfin, le meilleur exercice à faire pour se préparer à son marché. Donc voilà, enfin, pour nous, ça a été vraiment bénéfique à plein de points de vue. Et de ton côté, pour Sodebo, Arnaud, quels sont un peu les bénéfices à collaborer avec Bernie?
Nous déjà, c'est très important de s'ouvrir aussi à ce qui se fait donc à l'extérieur. Donc le fait de pouvoir collaborer avec Bernie et de partager les mêmes valeurs, que ça soit la liberté d'entreprendre, la liberté aussi d'innover, d'aller plus loin. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir avoir une réactivité intéressante, et surtout avec Bernie de pouvoir réajuster, collaborer. Ils sont venus chez nous, on a pu échanger sur voilà, nous, comment on fonctionne, donc pour vraiment que les équipes de Bernie puissent comprendre voilà, nos contraintes industrielles. Donc tout ça nous permet aussi de nous, en interne, de pouvoir challenger des process qu'on a déjà établis, qui sont des nouveaux modes de fonctionnement, surtout dans le réemploi. Donc ça permet aussi d'avoir un vrai engouement autour d'un projet et de pouvoir embarquer des équipes en interne. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment ce que je dirais, ce qui ressort le plus. Donc vraiment ce côté ouverture, partage d'échanges, et puis avoir cette vision prospective sur de nouvelles solutions. Olga nous demande dans le chat comment est-ce qu'on mesure le succès de la collaboration avec les startups. Avant de te laisser répondre à Arnaud, juste un commentaire. Chez Startup Palace, une de nos maximes préférées, c'est de dire que en vrai, les startups, ça va pas si vite qu'on ne le pense. Et c'est vrai que par rapport à l'imaginaire collectif qu'on peut avoir, pour entre l'intuition qu'on peut avoir et la réalité d'un déploiement, surtout dans des projets aussi complexes que celui de Bernie, où le défi est immense de vouloir créer un contenant réemployable qui va être quasi universel pour une gamme de produits. Le défi est absolument immense et ça prend du temps finalement de mettre tout ça en place. Donc la collaboration, elle a démarré à partir de avril 2021. Aujourd'hui, on est rendu en décembre. Peut-être pour donner un petit peu matière à voir sur ce qui a été accompli, au-delà de ce que tu as expliqué, Claire, et d'ailleurs merci d'avoir fait la promo de nos ateliers. Concrètement, c'est quoi les perspectives de collaboration de résultats pardon, de la collaboration dans les jours, les semaines à venir? Je sais Pour pas. moi. Toi. Effectivement, ça prend du temps, d'autant plus que dans notre cas, on s'est appuyé sur notre travail fait avec Sodebo pour concevoir les contenants. Donc, entre le avril et maintenant, on a quand même lancé la production de contenants en inox qui a eu lieu cet été et qu'on a reçu là début d'automne. Donc, derrière, ces contenants, il faut les mettre à disposition de Sodebo pour faire des tests avec les produits dedans. Mais ça, je vais laisser Arnaud en parler. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que je dirais avant l'été, on s'est posé sur le produit. Enfin, quel est en fait le produit idéal pour un lancement dans un contenant réemployable. Il y a des aspects R&D qui sont propres à Sodebo sur le conditionnement, etc. Donc, comment on fait pour mener un test rapide, sur quelle ligne, voilà, donc ça, c'est vraiment des questions techniques, mais aussi des questions marketing. Enfin, quel va être le produit le plus pertinent à choisir pour le consommateur, notamment chez Sodebo, il y a des questions de produits nomades, produits consommés à la maison, etc. Donc voilà, donc tout ça, c'est les questions qu'il faut se poser en amont. Ensuite, je l'ai dit, on a lancé la production des contenants cet été. On les a reçus là en septembre-octobre. Donc, on fait des tests supplémentaires pour bien valider les choses d'un point de vue technique, qualité, etc. Et puis, dès qu'on sera prêt, début 2022, l'idée, c'est de faire des essais en magasin. Donc, dans les magasins dans lesquels nous, on a déjà déployé notre solution pour le frais emballé, aller y injecter des produits industriels pour les proposer aussi aux consommateurs qui, au préalable, auront été
préparés, je dirais, enfin, déjà consommateurs de produits frais emballés dans un contenant réemployable. Là, on va aller leur pousser un produit industriel et l'objectif, c'est de voir comment ils réagissent. Justement, parce qu'on nous pose la question également, où est-ce qu'on peut retrouver déjà aujourd'hui les contenants Berny, dans quel magasin? Tu peux nous donner une petite liste et préciser qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore donc les produits Sodebo à l'intérieur, mais c'est bien en projet Ouais. et Arnaud va nous répondre là-dessus. Ouais. Bah, aujourd'hui à Nantes, il y a l'Hyper-Rue de la Chapelle-sur-Erdre qui le fait sur ses rayons boucherie et poissonnerie, et le Leclerc à Tout-Sud de Rezé qui le fait sur la poissonnerie et les produits traiteurs. Et ils testent différentes choses, différents produits traiteurs, donc c'est aussi assez intéressant de voir comment réagissent les consommateurs par rapport à différents produits. Et début Ok. 2022, on va lancer des pilotes en région parisienne, mais auprès d'enseignes intégrées. Et on va continuer les déploiements dans la région nantaise. Ok, merci pour cette réponse. Arnaud, sur les perspectives à quelques semaines sur le déploiement avec Berny. Oui, donc nous, comme je le précisais avant, c'est vrai que c'est un nouveau modèle économique au niveau du réemployable. Donc ça implique vraiment beaucoup de métiers chez nous en interne. On voit que on a commencé par l'emballage, mais on voit que c'est d'autres expertises aussi. Donc il faut faut qu'on arrive, on arrive à avoir tout le monde. Donc ce qui est bien, c'est que ce projet, tout le monde est motivé pour pouvoir le déployer, mais c'est vrai qu'on a différentes expertises. Donc nous, on se met vraiment en ordre de marche pour pouvoir, comme disait Claire, faire un test en magasin début 2022, et on rencontre les différents métiers et aussi au niveau de la production pour vraiment faire en sorte que tout puisse fonctionner. Donc, on a encore des petites choses à relever, mais on est dans la bonne direction. Donc, voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, on a vraiment, nous, une équipe dédiée en interne, qui soit du chef de projet emballage, aussi designer au début pour aider à co-développer ce contenant. Donc, le succès déjà, c'est que c'est vraiment en interne, tout le monde veut travailler pour ce projet. Donc, c'est déjà très, très bien de pouvoir avoir ce soutien-là. Pour être totalement aussi transparent sur la démarche, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des freins, des problématiques que vous avez pu avoir ensemble qui puisque finalement tout oppose finalement une grande entreprise et une start-up de par sa taille, vous diriez que c'est quoi ces freins et comment est-ce que on les a levés? Qui veut se lancer? Peut-être Arnaud? Oui. Alors nous, c'est vrai qu'on a, c'est peut-être le temps, parce que c'est vrai qu'on a énormément de projets en cours, que ce soit des projets de prospective, des projets d'amélioration continue, donc ou développement de produits. Donc c'est les mêmes équipes qui travaillent sur les différents projets. Donc en premier, c'est vraiment de pouvoir bien se dégager du temps pour vraiment mener à bien ce projet. Donc, on a vraiment, et puis de pouvoir aussi trouver du temps pour pouvoir embarquer les autres expertises, parce qu'on l'a bien vu, du coup, ce n'est pas qu'une partie emballage, il y a vraiment d'autres choses derrière. Et c'est vrai que le encadrement, il y a un bon encadrement au niveau de Startup Palace avec ses rituels et ces choses. Donc, tout est bien rythmé et calé. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. L'autre partie des freins, c'est qu'on a, nous, un processus établi. On a quelque chose qui fonctionne. Et là, on est en train de refaire un peu, c'est presque un nouveau modèle. Donc, c'est vraiment remodifier, rechanger. Et c'est vrai que il faut arriver à embarquer les gens en interne. Donc, ça prend du temps. Donc, voilà sur cette partie, je pense, sur les freins.
Une notion un peu de rapport au temps et de capacité à faire en interne. Et de ton côté, Claire, quel frein tu voyais dans cette collaboration? Au démarrage, au moment de candidater pour le programme, je pense que, une crainte qu'on avait, c'était de se dire: «Bon, ben, on connaît pas les entreprises avec lesquelles on va travailler, est-ce qu'on va aller leur livrer, entre guillemets, un peu notre idée, notre modèle, et puis ils vont s'en emparer et puis merci, au revoir». Donc ça, c'était une crainte. Mais qui s'est, j'allais dire, assez vite, effacée dans le sens où, ben, on très rapidement, on s'est mis autour de la table, on a fait connaissance et on a vu qu'on avait envie de travailler ensemble, de se mobiliser, ensemble pour le sujet. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était une crainte au démarrage et le deuxième, c'était aussi, bah, le rapport au temps qui est pas le même, dans un grand groupe et dans une start-up. Effectivement, hem et puis même, d'un point de vue, philosophie, nous chez Berny, on est plutôt en mode, tester plein de petites choses, séparément, pour valider les choses, séparément. Là où on sent que dans un grand groupe, bah, il y a besoin d'avoir quand même un alignement des planètes sur, un certain nombre de critères avant de pouvoir donner le go et donc ça, je pense qu'on arrive aussi à trouver un équilibre entre, nos cultures, grands groupes et start-up. Mais voilà, enfin, nous, nos freins ou nos craintes au démarrage, c'était ça, c'était de se dire: «Bon, que recherche, l'entreprise partenaire et est-ce que nous, on va en avoir, retirer autant de bénéfices, qu'eux et le deuxième, c'est voilà, comment on va pouvoir collaborer. Est-ce qu'ils vont vraiment se mobiliser autour du projet, comme, enfin voilà, comme on le souhaiterait? Et je trouve que, en réponse à ça, le fait que, ce soit un souhait aussi, enfin de toute l'entreprise, notamment Sodebo, de toute l'entreprise, notamment la direction, d'aller dans ce projet, on l'a bien senti en interne que toutes les équipes étaient mobilisées, étaient motivées par le projet, et que voilà, ces craintes qu'on avait pu avoir au démarrage, en fait, elles ont été répondues, rapidement. Pour Si je peux rajouter, Claire, c'est vrai que du coup, nous aussi, de l'autre côté, il faut que, vu que les équipes travaillent sur ce projet-là, il faut on s'assure qu'ils aient assez de temps pour travailler sur les autres projets. Donc presque à l'inverse, ils sont aussi tellement passionnés par ce projet-là qu'il faut qu'on s'assure qu'ils aient assez de temps à côté. Donc, et c'est vrai que pour compléter, c'est vrai que c'est vraiment porté par nous, notre responsable de service R&D, Samuel Guillemard, qui a fait partie des premières, des Selection Day, et puis aussi de une de nos coprésidentes, Patricia Bronchard. Donc c'est vraiment, il y a une importance sur cette collaboration, nous, en interne. Donc c'est vraiment un vrai engouement au sein de nos équipes. Est-ce que tu peux parler un petit peu des effets de bord? Je pense que tu en as parlé sur notamment la collaboration en interne. Effectivement, j'ai ce témoignage de Samuel chez vous qui disait ah bah, même le contrôle de gestion s'est mobilisé sur le système de consigne Berny. On les a jamais vus jusqu'à présent. Je pense que l'exemple est assez amusant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la collaboration avec les autres entreprises vendéennes. Finalement, vous êtes voisins, mais vous n'aviez pas d'habitude de collaboration. Alors, je crois qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place entre vous, avec notamment Petit Gars. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, c'est vrai que ça nous a le fait de faire partie de ce programme, ça nous a en fait ouvert, des portes, on va dire avec d'autres entreprises. Donc là, bon, elles sont dans la région, mais on va dire c'est une coïncidence, mais le fait de vraiment, avoir cette relation un petit peu, privilégiée et puis vraiment de confiance avec les autres industriels. Donc, ça nous arrive des fois de nous appeler résoudre ensemble certains challenges et de pouvoir s'entraider. Donc, par exemple, avec Petit Gars, on a pu échanger avec eux pour voir si, au niveau des labos, nous, on pouvait aussi faire quelques prototypes pour pouvoir les aider.
et aussi avec Brioche Fontenot sur certaines problématiques. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un pont en fait entre des industriels pour pouvoir collaborer, échanger. Donc, et l'idée, c'est vraiment aussi de créer cette relation en fait durable et pérenne, que ça soit avec les industriels, mais aussi avec les startups, dont Bernie, dans ce cadre de cette collaboration et de pouvoir aussi continuer dans le futur. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment partagé aux personnes présentes pour qu'elles comprennent bien le principe d'un dispositif tel que Futur Agro, c'est qu'effectivement, c'est bien un consortium à quatre industriels. Nous sommes un peu le catalyseur, l'animateur. Mais l'idée, c'est qu'il y ait des projets de collaboration de pair à pair qui soient réalisés. Donc, Bernie, Sodebo, Bernie, Petit Gars, etc. Donc, là, tous ces projets avancent tous de front. On en est le grand orchestrateur quelque part. Et en fait régulièrement des points de synchronisation où là, tout est partagé à livre ouvert. Et c'est ça aussi cette démarche complètement open innovation, puisque les résultats que peut avoir Sodebo avec Bernie va les partager, notamment par exemple, je sais pas, de la DLC, ça fait gagner du temps à tout le monde et ça, c'est extrêmement riche. Je vois le temps qui file pour avancer dans nos échanges, peut-être passer à la forme de conclusion et d'apprentissage. Comment est-ce que tu dirais que c'est finalement important? Donc, nous, chez Startup Palace, on est ce tiers de confiance entre toutes les parties. En quoi tu dirais que c'est important finalement d'avoir un acteur tel que nous pour animer la démarche, Arnaud? Oui, donc nous, chez Sodebo, on fait totalement confiance à Startup Palace pour pouvoir en fait être on va dire le pont entre les industriels et les startups. Et vous le faites très bien. Donc pour nous, c'est vraiment important et je pense que ça nous a aidé aussi dans le développement des projets avec les startups. Et de pouvoir se dire aussi, c'est vraiment chacun va y trouver son compte et en fait on va avoir cette relation de confiance. Donc ça c'était vraiment un plus et je pense que c'est important dans cette coopération. Et de ton côté, Claire? Ouais, c'est un peu la même réponse. C'est déjà euh, euh, clarifier en fait quelle est la relation, les objectifs, et mettre un rythme au programme en se disant, bah voilà, voilà, le fait que ce soit dans un cadre, déjà, moi j'ai trouvé que c'était important. Je sais que à certains moments du programme Sodebo, vous aviez des questions par rapport notamment à votre concurrence, enfin voilà, même au principe lui-même, et que là, Startup Palace, vous êtes intervenu aussi pour rassurer tout le monde. Enfin, je trouve que dans toute relation, avoir un tiers comme ça qui permet de faire le pont, c'est important. Et puis, je le redis, moi, je valorise vraiment ces moments, ces ateliers qu'on a pu faire ensemble sur des thématiques précises. Enfin, pour nous, startups, ça a été vraiment très riche. Et je pense que ça a contribué au fait de créer une relation de confiance et de nourrir aussi la discussion entre le grand groupe et la startup. Qu'est-ce que vous diriez tous les deux aux startups qui pourraient être présentes et qui pourraient avoir peur de travailler avec des grandes entreprises? Moi, la crainte que j'ai eue au démarrage, je l'ai exprimée, c'était de dire, bon, est-ce que je vais pas travailler gratos pour rien, voilà, pour donner en fait mon savoir-faire au grand groupe, et vraiment la conclusion que j'en tire à la fin du programme, c'est que c'est l'inverse. Enfin, déjà, je pense qu'on a eu de la chance de tomber sur des groupes comme Sodebo, et des équipes comme celle d'Arnaud, à qui on peut faire vraiment confiance et voilà. Et encore une fois,
Moi, j'ai construit mon offre. Je construis mon offre grâce à l'expérimentation que j'ai faite avec Sodebo. Maintenant, je me sens capable de dire que je peux accompagner un industriel dans son projet de réemploi, mais d'autant plus que je l'ai mené avec les équipes d'Arnaud. Donc voilà, moi je sais que dans mon exemple, c'est positif et que si je me parlais à moi-même il y a 9 mois, je me dirais vas-y, c'est positif. Voilà. Mais je pense que c'est propre aussi à chaque start-up, chaque métier. Donc, chacun fait. Arnaud, tu veux compléter? Merci Claire déjà pour pour ce retour. C'est vrai que nous aussi, je veux vraiment repréciser qu'en termes industriels start-up, nous on est chacun vraiment, il trouve son compte. Il ne faut pas que ça soit vu comme nous gros industriels va venir et au niveau prendre l'idée. C'est vraiment l'idée de se dire de pouvoir s'entraider pour vraiment développer là une innovation durable et pérenne. Et de vraiment trouver un modèle économique. Donc nous, on va tout faire pour que nous, nos expertises en interne, on va pouvoir mettre à disposition aussi certains savoir-faire auprès de Bernie pour vraiment apprendre ensemble et vraiment que chacun s'y retrouve, que ce soit du côté industriel comme au côté de la start-up. Je pense qu'il est important aussi de bien préciser on va dire ce contrat relationnel entre les startups. Nous, ce qui nous a déjà plu, c'est vraiment de vraiment tutoyer tout de suite. C'est dans le monde de la startup, on tutoie, et je pense que ça aide aussi à avoir cette confiance l'un envers l'autre. Et aussi de bien préciser les informations qu'on peut partager ou pas. C'est vrai que nous, des fois, avec les équipes en interne, de se dire est-ce que ça, on peut le partager ou pas. Donc, je pense que c'est important de bien le cadrer au début pour que ça puisse avancer ou pas. Et que ça puisse aussi avancer rapidement. Donc, ça pourrait être... voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qu'on pourrait avoir comme a priori sur des fonds entre industriels ou start-up. Peut-être il y a une question qui est arrivée sur le chat sur le modèle économique de cette coopération. Donc, pour préciser un petit peu les choses, il y a pas de prise de participation au capital de la startup. C'est gratuit pour la startup de participer au programme. Et c'est le consortium des 4 industriels qui paye l'accompagnement de Startup Palace. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra. Il y a la possibilité éventuellement de monter des nouveaux consortiums, que un ou plusieurs industriels puissent rejoindre aussi le consortium Futur Agro dans une prochaine saison, même si ce sera sous approbation des industriels en place. Donc ça, on peut également en discuter. Et on opère également des programmes ad hoc, c'est-à-dire vraiment pour les problématiques de chaque grande entreprise. On peut également créer un programme en propre. Il n'y a pas de financement autre, externe, en tout cas pour l'instant. C'est des choses qu'on n'a pas regardées complètement dans le détail des aides qui étaient possibles. Les aides ne sont pas forcément facilement activables aujourd'hui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif financier supplémentaire qui a été rajouté dans le montage du consortium. Ça, c'était pour répondre à la question. Question finale, avant d'éventuellement prendre d'autres questions sur le chat. Comment est-ce que vous est-ce que vous valorisez finalement ce type de démarche, de collaboration l'un et l'autre avec vos clients dans votre communication externe? On sait que c'est pas forcément facile de recruter en ce moment. Est-ce que c'est des choses que vous mettez en avant, que ce soit chez Bernie ou chez Sodebo? Claire, peut-être tu veux commencer sur Ouais. cette valorisation? Oui, nous, compte tenu de notre jeune âge, cette collaboration avec le programme et avec les industriels du programme, forcément, ça nous apporte de la crédibilité.
sur notre concept en lui-même, mais aussi nous sur voilà, on met Sodebo dans nos credentials en disant on a travaillé avec eux donc voilà, oui, je pense que toutes les communications qui ont été faites aussi autour du programme, nous, ça nous a apporté de la visibilité et de la crédibilité. De notre côté, au niveau des clients ou distri, c'est vrai qu'il est un petit peu tôt pour que nous, on communique dessus. Donc, on est impatient de pouvoir du coup faire le test début d'année prochaine. Et au niveau, sinon, nous, en interne, voilà, il y a un vrai engouement des différents métiers et différentes équipes. Et puis aussi en externe, donc nous, on a pu aussi communiquer donc sur notre site web, sur les réseaux sociaux, dans des communiqués de presse, ou alors aussi dans des éditions au niveau des journalistes. On a aussi pu faire des interviews et on a pu faire au niveau des forces de vente aussi le communiqué. Donc en fait, et aussi sur des stands. Donc on a différents médias pour pouvoir aussi échanger dessus. Et c'est vrai que, Mathieu, tu parlais du recrutement. C'est vrai qu'on est dans un bassin au niveau secteur d'activité où il y a vraiment il y a pas mal de concurrence aussi et il y a beaucoup d'activités. Donc en fait, on a pu voir là dans les dernières campagnes de recrutement, c'est vrai qu'on a cette perception aussi d'entreprise innovante. C'est une image forte qu'on a pu voir avec les personnes à qui on a fait passer des recrutements. Donc, on a eu beaucoup de retours de ce côté-là, ce qui aide aussi pour nous attirer de nouveaux talents pour pouvoir développer encore plus de projets. Donc, d'un côté, c'est vrai que c'est un impact non négligeable aussi de ce côté-là. Merci pour ces beaux témoignages. Viviane, je te laisse reprendre la main. Oui, alors je voulais tout d'abord vous dire un très grand merci à tous les trois parce que c'était très clair, très qualitatif. Donc, je pense que ça aura vraiment répondu à toutes les questions qu'auront pu se poser nos participants. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les transmettre. On vous les fera suivre. Et puis, comme je vous le disais, de toute façon, ce webinaire étant enregistré, vous pourrez éventuellement le revoir ultérieurement. Je vais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées, me permettre de vous dire quelques mots sur nos prochains événements avant de conclure ce webinaire. Donc, je vais repartager voilà, ma présentation. Hop. Voilà. Donc, je vous invite, si cela vous intéresse, à participer dans une semaine, le 9 décembre, à un événement qu'on co-organise avec l'IGEPAC. L'IGEPAC est un centre technique, une plateforme d'innovation dédiée à l'emballage alimentaire et basée au Mans. Et donc, on organise en webinaire la 2e édition de notre événement Foodpack 4. Et cette année, la cible, ce sont les seniors à domicile, alors seniors autonomes et en perte d'autonomie, et on aura une journée, alors en mode webinaire, encore en mode distanciel, dédiée en fait à balayer quelles sont les opportunités d'innovation alimentaire à destination de cette cible consommateur. La matinée sera plutôt dédiée à présenter qui sont en fait les seniors autonomes et en perte d'autonomie à domicile, quels sont les circuits de distribution par lesquels ils achètent leurs aliments, comment ils consomment, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs principales pathologies et quelles sont justement les pistes d'innovation. Et l'après-midi, ce sera plus spécifiquement dédié au PAC. Voilà, donc l'inscription est gratuite, hein, mais obligatoire évidemment, puisqu'il faut qu'on puisse vous envoyer le lien de connexion. Donc, n'hésitez pas, vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet ou sur le site internet de l'IGEPAC. Et puis, l'année prochaine, on vous proposera
tout un trend d'animation en partenariat avec le CTCPA, qui est un centre technique dédié à l'agroalimentaire basé sur Nantes. Donc, on prévoit un programme en présentiel, hein, en croisant les doigts pour que ce soit possible. Donc, vous aurez 4 rendez-vous. Le premier, ce sera en décembre sur les capteurs connectés pour améliorer la performance des process industriels. Il aura lieu au Technocampus Alimentation à Nantes avec la visite de la halle technique d'Oniris. Un deuxième qui aura lieu le 24 mars sur la digitalisation de l'outil de production en Vendée. Un troisième sur le décret 3R le 12 mai en Sarthe, normalement au Mans Innovation. Un quatrième qui aura lieu soit fin juin, soit début juillet à Vertou, dans les locaux de l'Institut français de la vigne, avec une visite sur les aliments fermentés. Et enfin, le dernier qui aura lieu le 22 septembre dans les locaux de Végépolis sur la bioéconomie. Voilà pour l'ensemble de nos prochaines manifestations. On vous proposera bien entendu aussi d'autres rendez-vous Open Innovation tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre calendrier sur notre site internet. Et puis, comme je vous le disais en introduction, on vous présentera aussi d'autres ressources et outils mobilisables dans le cadre de la French Tech régionale. Donc là encore, hein, si vous voulez plus de l'info ou un accompagnement personnalisé, je vous invite à nous contacter directement. On est vraiment là à votre disposition. Voilà, il me reste juste à renouveler mes remerciements pour nos 3 intervenants, à vous souhaiter une très belle journée et puis à vous donner rendez-vous le 9 décembre pour Foodpack for Seniors. Je vous remercie.